Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, on va parler de la Chine-Amérique, mot valise pour désigner l'interdépendance développée depuis le 19e siècle par la Chine et les États-Unis. Les affrontements stratégiques, commerciaux ou sur les nouvelles technologies ont en effet uni, malgré elles, les deux puissances au point d'en faire une véritable force tellurique qui verrouille la Terre dans une trajectoire d'aggravation permanente. C'est ce que nous explique le géopolitiste Jean-Michel Valentin qui déroule l'histoire de cette relation et en analyse les conséquences dans L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire. Jean-Michel Valentin qui sera notre invité à 12h55. Mais avant cela, chantez joyeux ménestrel, sonnez corps et musettes, mais prenez garde, la Dame Blanche vous regarde. Ces airs ne vous disent peut-être rien, ils appartiennent pourtant à l'un des opéras les plus populaires du 19e siècle. Il est repris à partir de ce soir à l'Opéra Comique de Paris pour un summum de romantisme gothique que Pauline Bureau, notre invitée, a manifestement pris beaucoup de plaisir à mettre en scène. La Grande Table, Raphaël Bourgois. C'est un véritable carton, un succès avec plus de 1000 représentations, 1637 pour être précis, entre 1825 et 1900. La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu a fait les beaux jours de l'Opéra Comique. La pièce est reprise donc à partir de ce soir et jusqu'au 1er mars dans la prestigieuse salle à Paris. Elle n'avait pas été jouée à l'Opéra Comique depuis 23 ans. Inspiré des romans de Walter Scott, ce morceau de romantisme gothique a emballé les plus grands compositeurs du 19e siècle, Berlioz, Rossini, Wagner. Pour l'allemand, c'est la plus belle qualité des Français qui s'exprime dans cet opéra, une certaine légèreté mélancolique qui sait la tristesse de toute chose et pourtant lui sourit. Pauline Bureau s'est attachée à réactiver ses qualités, servies par la direction musicale de Julien Leroy, des décors, une lumière, un casting époustouflant et même un magicien. Mais surtout, la metteuse en scène et autrice porte un regard personnel et contemporain sur cette histoire, en faisant de la Dame Blanche aussi l'histoire de l'émancipation d'une jeune fille. Bonjour Pauline Bureau. Bonjour. Alors on a pu voir de vous des comédies populaires sur le foot avec Féminine, une pièce très intello avec Modèle, des pièces engagées sur la question de l'avortement avec Hors-la-Loi ou encore Mon cœur qui est une création quasi documentaire sur l'affaire du Mediator pour la comédie française. C'est ici votre seconde mise en scène pour l'Opéra Comique après Bohème, notre jeunesse en 2018. Qu'est-ce que vous trouvez dans ce genre un peu particulier de l'Opéra Comique? Qu'est-ce qui vous permet que vous ne trouvez pas au théâtre? À part la musique. Déjà, déjà la musique. Et puis ensuite, c'est vrai que la grosse différence, c'est qu'au théâtre, j'écris. Et que là, c'est une œuvre qui est déjà écrite et extrêmement écrite, dans le sens où il y a effectivement une part de texte parlé, puis une part de partition. Et qu'à l'intérieur de ça, le travail est un peu différent, parce que c'est plutôt de se dire... c'est l'énigme de savoir comment mettre ça au plateau une fois qu'on a une temporalité qui est déjà faite, quoi. Le temps est décidé par la musique. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, est-ce que là, il laisse 10 secondes ou 15 secondes avant de répondre? En fait, c'est sûr, il en laisse 11 et puis c'est comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ces 11 secondes-là? Et ça, c'est assez passionnant à imaginer. Donc ça impose un rythme, ça impose aussi, j'allais dire, un casting pléthorique, puisqu'on entend les chœurs là, dans ce chœur des montagnards, ça impose un nombre de personnes vraiment très très impressionnant sur la scène. Et ça, c'était pour moi la première fois, parce que dans Bohème, c'était une réécriture et il n'y avait pas de chœur. C'était la première fois que je travaillais avec un chœur, c'est les éléments, et ça a été vraiment un grand bonheur de les rencontrer et de travailler avec ces 30 chanteurs, chanteuses sur scène.
Alors j'ai hésité en préparant cette émission à me lancer dans un résumé de l'œuvre. Je ne vais Mm. pas vous demander de le faire parce que c'est Et pas je vous en évident. remercie. Alors je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit quand même pour nos auditeurs. Donc le château familial des comtes d'Avenel, on est en Écosse, hein, est tombé en désuétude après la mystérieuse disparition de leur dernier descendant, Julien. On murmure que cette vieille bâtisse est le lieu où se balade une mystérieuse dame blanche qui le protège. L'ambitieux intendant, le méchant et basse Gaveston veut acquérir le château. En l'absence des héritiers, seulement voilà, un jeune officier, George Brown, débarque. Manifestement, sa mémoire lui fait défaut et il sera l'objet de cette dame blanche qui en fait dont les traits sont pris par une jeune fille, Anna, qui a été adoptée par les Avenel. Voilà, je vais m'arrêter là ou peut-être aller jusqu'à la fin. On découvre à la fin, évidemment, car il ne s'agit pas ici de divulgacher. Tout le monde sait, en tout cas au 19e siècle, ce qui se passe déjà Ouais. à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que ce jeune homme un peu amnésique, c'est évidemment le descendant des Avenel. Tout se finit bien. Il retrouve son château, sa fortune et sa promise. Oui. Et voilà pour l'histoire. Alors, je le disais, c'est aussi une histoire avec beaucoup d'apparitions fantomatiques, des héritiers perdus, un trésor caché. Vous êtes beaucoup amusé, j'imagine, en mettant ça en Oui. scène. Oui, je me suis beaucoup Pauline amusée. Bureau. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu à l'intérieur de cette Dame Blanche. Déjà, le fait que le personnage de la Dame Blanche, voilà, qui me plaisait énormément, c'est-à-dire cette jeune fille qui est toute timide dans la journée et puis qui se transforme en Dame Blanche la nuit et qui va comme ça pouvoir aller à la rencontre d'une certaine part de sa personnalité qu'elle imaginait peut-être pas, ou en tout cas qu'elle va développer. Donc ça me plaisait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait là aussi une histoire d'émancipation féminine qui me permettait de rentrer dans l'œuvre. Et puis après, il y avait tout cet univers en même temps gothique, en même temps magique. Et enfin, il y avait le principe de la comédie romantique. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait dès le début qu'ils vont finir ensemble et toute la question, c'est comment. Et ça aussi, ça me plaisait bien. Je trouvais que c'était assez joyeux. Il y avait aussi dans la citation que vous avez dit tout à l'heure, là, effectivement, l'élégance de la légèreté est quelque chose qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'on pourrait voir cette histoire sous un angle complètement tragique, c'est-à-dire deux enfants qui ont été séparés et qui, suite à un stress post-traumatique, etc., n'ont aucun souvenir de leur petite enfance et, grâce à ce conte psychanalytique, vont renouer avec leurs origines. Et c'est en même temps tout à fait ça, et il y a cette profondeur-là, et en même temps, c'est une comédie étincelante, et tout ça est raconté avec, effectivement, l'élégance de la légèreté. Stress post-traumatique, itinéraire psychanalytique, dites-vous, Pauline Bureau, c'est évidemment presque anachronique comparé à la création en 1825 de cette pièce. Qu'est-ce que vous avez mis de contemporain? C'est-à-dire, vous ne cherchez pas du tout, disons-le, hein, les costumes sont d'époque, vous ne cherchez pas à actualiser, en tout cas pas dans la mise en scène, dans les décors, voilà, ou même le jeu des acteurs, enfin on en reparlera, cette pièce, je ne cherchez pas à en faire quelque chose de contemporain à tout craint, mais vous y insuffler tout de même un regard forcément d'aujourd'hui. Oui, enfin je pense que l'enjeu pour moi à l'opéra, c'est d'essayer de raconter avec les moyens d'aujourd'hui une histoire qui s'est passée hier. C'est-à-dire que voilà, quand on fait un film d'époque, c'est un film d'aujourd'hui, au demeurant on raconte quelque chose qui s'est passé hier. Et je pense que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire l'enjeu de cette Dame Blanche, c'est de s'apercevoir que si, je pense que quand ça s'écrit au 19e, même si c'est pas les mots psychanalyse ou voilà, ou amnésie infantile, et ben n'empêche que c'est la réalité de ce que l'auteur et de ce que l'artiste raconte. Et puis effectivement, voilà, c'est comment faire un pont entre hier et aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye tout le temps de trouver. Alors avec la costumière, par exemple, ça peut être Alice Touvet, on travaille sur le kilt, on s'aperçoit que finalement le kilt, c'est un vêtement qui est très très symbolique, que c'est un vêtement qui est très politique, effectivement, qui a été interdit, que les Écossais n'avaient plus le droit de porter quand ils ont été annexés par l'Angleterre, que c'est pour ça aussi que ça a été récupéré par les punks, et que c'est pour ça que ça peut être en même temps tout à fait hier et en même temps avoir un goût d'aujourd'hui. Or, les Avenel ont dû fuir l'Écosse, parce qu'ils ont pris le parti des Stuarts, et donc ont dû fuir l'Écosse. Oui. Voilà, c'est ça l'histoire. Toute l'histoire, et effectivement, c'est une pièce écossaise. On commence dans la lande avec du kilt, avec du tartan, Et avec de la brume, avec un château, un mur de pierre. Vous jouez à fond, hein, Pauline Bureau, le romantisme et le gothique de l'œuvre, avec cet univers visuel. Un univers que vous définissez comme un univers visuel à la fois cohérent, poétique,
porteur et permettant le jeu. Vous utilisez la vidéo aussi, Ouais. c'est ça peut-être que vous entendez? C'est quelque chose dont vous avez l'habitude, hein, dans vos mises en scène. Ouais. C'est ça que vous entendez aussi par l'utilisation des techniques contemporaines au Oui. service d'une pièce du 19e siècle? Oui, tout à fait. C'est-à-dire de voir comment visuellement, il n'empêche qu'on va travailler sur le gothique, qui peut aussi être un univers d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre de films, que ce soit Guillermo del Toro ou Tim Burton, qui travaillent sur ces univers-là d'une façon qui est contemporaine. Donc nous, on va essayer de s'approprier le gothique et puis on va essayer effectivement de travailler entre la scénographie qui est faite par Emmanuel Roy et la vidéo par Nathalie Cabrol, de travailler ensemble à faire qu'il y ait en même temps des choses en dur et en même temps des images qui permettent des évocations, des apparitions de la Dame Blanche dans la lande, d'avoir comme ça des choses qui nous aident dramaturgiquement. Mais alors pas seulement par la vidéo, les effets spéciaux, je veux dire, par exemple, on pourrait dire avec cette dame blanche un peu éthérée qui se balade, se passe pas seulement à la vidéo. Je parlais d'un magicien Oui. tout à l'heure en rigolant un petit peu dans la présentation, mais c'est parce que vous nous offrez aussi des effets pyrotechniques et de la magie sur scène. Pourquoi est-ce que vous aviez vraiment voulu mélanger les deux, c'est-à-dire en quelque sorte les plus vieux artifices permis par le théâtre, par cette Ouais. prestidigitation qui existait déjà Oui. au 19e siècle jusqu'à l'utilisation de la vidéo, Pauline Bureau? Alors on s'est posé la question de la magie. On s'est dit ce qui est amusant, c'est qu'en fait le personnage d'Anna, quand elle se déguise en Dame Blanche, met en place un certain nombre de choses qui sont magiques, dont elle veut qu'elles soient magiques pour les autres et puis qu'elle maîtrise. Et puis on s'est dit que ce serait amusant quand même qu'à l'intérieur de ça, il y ait toute une part en fait qui la dépasse et qu'elle ne maîtrise pas. Et que là, la magie, on avait une carte à jouer. Donc il y a Benoît Dattès qui est magicien, qui est venu caler avec nous un certain nombre de tours. Et effectivement, il y a des choses comme l'apparition dans le mur avec un mur truqué qui sont des choses qui existaient déjà au 19e. Et quand on regarde sur les gravures d'époque, c'est sûrement comme ça qu'ils faisaient apparaître la Dame Blanche. Et je pense qu'un des succès de l'œuvre est aussi lié à ça, c'est-à-dire à comment est-ce qu'on utilise les moyens du théâtre, que ce soit un mur truqué, un tampon qui permet de faire sortir du sol, un papier qui s'enflamme, des choses comme ça, en fait, qui font des petites joies comme spectateur. Tout à fait, je vous le Moi, en tout confirme, cas, j'aime Pauline beaucoup Bureau. Ouais, non, mais voir c'est vrai ça, que je me dis, c'est très amusant et on entend même la salle rigoler. On a pu le voir à la Générale mardi dernier, hein, mais la salle était enchantée en tout cas par ces tours et ces tours de magie. Et vous le disiez, il y a un rapport au spectateur assez particulier avec l'opéra comique, comme avec le vaudeville d'ailleurs en règle générale, puisqu'il y a un lien évidemment entre les deux genres. C'est cette adresse, c'est cette relation au spectateur. Alors évidemment, un spectateur du 19e siècle, c'est pas un spectateur du 21e siècle. Et je dois vous dire qu'à voir ces tableaux s'animer, à voir cette magie, cet univers gothique, moi j'ai pensé à Harry Potter. Est-ce que ah oui, vous, en tant que metteuse en scène, c'est quelque chose qui vous frappe aussi? oui, et alors moi, c'est vrai que j'y ai pas pensé tant que ça, mais il y a le fils de la régisseuse qui a 10 ans et qui a vu les images et quand il a vu, il a dit ah mais c'est Harry Potter. Donc, J'ai je donc me dis 10 ans qu'en d'âge tout cas- mental. Non, Non, mais c'est que Bureau. moi je connais pas très bien, pardon. Mais en tout cas pour qui a Harry Potter en référence, voilà. Pour qui Harry Potter en référence connaît évidemment la lande écossaise, ces paysages qui sont ceux aussi de la Dame Blanche, Pauline Bureau, que vous montez donc à l'Opéra Comique à partir de ce soir. L'Écosse, ça peut nous paraître très proche à nous aujourd'hui, pourtant au 19e siècle, ça appartient à une forme d'exotisme. C'est en tout cas ce qu'expliquait Philippe Gumplowitz au micro de la Marche de l'Histoire sur France Inter en 2016. L'Europe semble secouée dès la fin du XVIIIe, et ça va s'amplifier au XIXe, par un envie d'ailleurs. D'un côté, il y a un classicisme d'école, il y a un académisme qui vole en éclats, il y a un corset de convention, et puis on découvre l'Écosse. Déjà Haydn, déjà Beethoven, déjà Pleyel, énormément joué des morceaux écossais. On découvre l'Italie, Berlioz, Les Abruzzes avec Harold en Italie, Prosper Mérimée s'enflamme pour l'Espagne. Il y a le mythe de la Scandinavie aussi très important avec les légendes scandinaves. On a envie de retourner à une espèce d'origine qui serait une origine de simplicité, de légèreté. Et c'est cette origine qui va servir l'opéra comique au XIXe siècle. Cet exotisme près de chez soi, Pauline Bureau, comment est-ce qu'on le rend aujourd'hui? Parce que c'est vrai que l'Écosse, les kilts, voilà, c'est pas forcément un exotisme très très étranger au regard d'un Français aujourd'hui. Et en même temps, après, je pense aussi que c'est sur le nombre. Et le fait d'avoir 37 personnes au plateau et d'avoir peut-être 20 mecs en kilt, je pense que ça crée quand même une image qui peut être en même temps assez contemporaine, parce que finalement, il y a beaucoup de collections de Jean-Paul Gaultier qui sont basées uniquement là-dessus, et en même temps, finalement assez exotique. Et puis aussi, on aimait bien, on trouvait ça beau. Le visuel des silhouettes que ça rendait, en fait, nous plaisait vachement.
Alors on a évoqué beaucoup de gens qui ont participé parce que c'est évidemment une grande équipe, hein, c'est une production importante, Oui. cette Dame Blanche. Je crois qu'on n'a pas cité encore le chef lumière, celui qui s'occupe des lumières, qui est Jean-Luc Chanona, et je crois qu'il faut le faire parce qu'il y a un véritable jeu Ouais. très important. C'est une pièce qui se déroule de la nuit, qui passe par le crépuscule et jusqu'à la journée, et il y a un véritable jeu de lumière qui se déroule dans ces 3 actes qui est très Ouais. important, Pauline Bureau. Ouais, il y a eu un travail de lumière qui était important et qui était très subtil et en même temps très inventif de Jean-Luc, effectivement. Et il y a en même temps une chose qui est réaliste, c'est-à-dire le temps qui passe, et en même temps des effets qui ne le sont pas du tout, avec des arrêts sur image, etc. Et c'est ça qui me plaît dans ce travail-là. C'est-à-dire de pouvoir avoir en même temps un truc de réalité et en même temps des échappées oniriques et poétiques. Et la lumière joue beaucoup ça. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. Avec Pauline Bureau, autrice et metteuse en scène, qui s'est attaquée à la Dame Blanche, cet opéra comique qui fut un grand succès du 19e siècle, qui était un petit peu tombé dans l'oubli, mais que voilà, vous ressortez en ce moment à l'opéra comique. Alors vous avez commencé à en parler un petit peu, Pauline Bureau, et pour qui connaît votre travail, c'est évidemment important. Ce personnage de la Dame Blanche, vous jetez sur elle un regard qui est aussi un regard contemporain sur l'émancipation d'une jeune femme. Avant d'en parler, je vous propose tout de même d'écouter cette Dame Blanche, cette Anna dans l'air d'Anna. Anna, interprétée par la soprane Elsa Benoît. J'ai pu lire, Pauline Bureau, que pour vous, la Dame Blanche abordait la question du genre de façon assez avant-gardiste. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais je trouve que cet opéra a ce site particulier, que ce personnage-là est très actif et qu'il y a souvent des personnages féminins au centre, mais pas souvent aussi actifs. C'est-à-dire que là, c'est elle qui mène l'action, c'est elle qui a l'autorité, et de plus en plus au fur et à mesure de l'œuvre. Et ça, je trouve que c'est contemporain, ce mouvement qu'elle a, en tout cas, d'aller à la fois vers son désir, vers quelque chose qu'elle ignorait d'elle-même, et puis de pouvoir donner du courage à George Brown, le personnage masculin, et de tenir les clés de l'action. Ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant et d'aujourd'hui. Vous nous avez dit, Pauline Bureau, l'importance des kilts. C'est vrai que les accessoires, les costumes sont très importants dans votre mise en scène, dans cette mise en scène en particulier. Et Anna, ça passe aussi par là. C'est-à-dire qu'au début, c'est une jeune fille très engoncée dans sa jupe, dans un corset presque corseté. Enfin, je ne pense pas qu'elle ait véritablement de corset, mais voilà, on la sent très corsetée. Et elle se glisse dans ce vêtement très vaporeux, cette robe blanche, très fine, presque transparente, qui laisse voir un petit peu
ce que les sous-vêtements. Et c'est en prenant aussi ce vêtement qu'elle acquiert de l'autorité, qu'elle s'empare de sa féminité. Ouais. Oui, tout à fait. Enfin, et là, du coup, ça rejoint moi une préoccupation. À un moment, elle dit, il y a la gouvernante donc, qui l'a attendue pendant des années, qui lui dit, mais c'est vous que j'ai vu comme ça, seule dans la lande. Vous osez sortir toute seule la nuit. Et elle lui répond, oui, j'ose, mais je tremble. Je pense que cette phrase, pour moi, elle résume très bien le personnage. C'est-à-dire que tout ça ne va pas sans difficulté, mais n'empêche qu'elle le fait. Et qu'elle tremble, mais elle ose. Et je pense que ça, c'est vraiment contemporain. C'est contemporain et ça dit bien. En effet, comment dire, quelque chose des personnages qui sont ceux soit que vous écrivez, soit qu'en l'occurrence vous avez choisi Pauline Bureau, mais il faut quand même parler aussi du personnage masculin, Georges, qui est joué par Philippe Talbot, qui est un personnage à la fois très romantique, très proche de ce que peut produire l'opéra comique, c'est-à-dire débonnaire et téméraire, un peu insouciant, inconscient, et puis il a ce côté amnésique qui amène un effet comique, il faut bien le dire, et presque burlesque, et vous l'avez joué, alors là, pour le coup, vraiment à fond dans les mimiques, dans la mise en scène. Ouais, je pense que aussi c'est quelqu'un qui va vers qui il est. C'est-à-dire qu'au début, il arrive, effectivement, il n'a pas de souvenir de sa petite enfance, et du coup, il a quelque chose qui est complètement vierge, où il est très content de rencontrer des nouveaux amis, etc. Il a très peu d'attaches, et puis au fur et à mesure, en fait, comme il va aller à l'intérieur de ce château, plus on va se rapprocher du château, et plus il va retrouver la mémoire, en fait, plus aussi sa personnalité va devenir plus fine, il va avoir accès à l'émotion, il va avoir accès à la fin avec l'air écossais, à toute sa mémoire. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que son personnage, il est évolutif. Et en ça me rappelle aussi des héros un peu contemporains. C'est-à-dire que quand il commence, il arrive, il est effectivement débonnaire, mais il est aussi dragueur, il est très blagueur, etc. Et puis, il va aller vers une profondeur. Et c'est ça qui, pour moi, en fait un héros romantique. C'est-à-dire qu'il est avec une évolution. De la même façon qu'elle a une évolution, et chacun, en se trouvant l'un l'autre aussi, ils vont se faire changer mutuellement, en fait. Je pense que c'est aussi ça que ça raconte. C'est comment une rencontre, ça change la personne en face. Parler d'opéra comique, c'est parler de musique. On n'a pas d'extrait parlé, j'allais dire d'échange de dialogue, Pauline Bureau. Comment est-ce que vous avez effectué le glissement de l'un à l'autre? Est-ce que ça vous paraît naturel, facile? Est-ce que c'est un travail particulièrement méticuleux, précis, compliqué pour la metteuse en scène que vous êtes? Alors, c'est un travail auquel je suis habituée, dans le sens où même au théâtre, en fait, on a la musique et puis il y a un top de début, un top de fin. Donc, essayer de comprendre comment on rentre, comment on sort en musique, ça c'est toujours une question sur chacun des spectacles. Là, on a travaillé avec Julien Leroy, qui est le chef d'orchestre, en répétition, à essayer de comprendre vraiment à quel moment il fallait démarrer et puis comment ça se passait scéniquement quand la musique partait. Je trouve aussi que c'est bien écrit, bien sûr, dans le sens où eh bien, la musique s'évanouit, quoi, la plupart du temps quand il y a du texte parlé derrière, et que du coup on a quelque chose qui est déjà dans l'œuvre, mis en place. Qui vous facilite la tâche à vous, oui, voilà, metteuse en scène. Qui est mis en place pour que ce soit facile, quoi. Il y a aussi une grande variété de styles musicaux. C'est en tout cas ce que relève Julien Leroy sur le site de l'Opéra Comique de Paris. Alors, je ne vous demanderai pas une analyse musicologique de l'œuvre. De toute façon, je serais bien incapable de vous poser les bonnes questions, Pauline Bureau. Mais cette différence de style, comment est-ce que vous l'avez vécu? C'est-à-dire, comment est-ce que vous l'intégrez, pareil, à la narration, au déroulement de l'intrigue? En fait, je pense que dans le livret, au fur et à mesure de l'action, suivant à quel moment on se situe, on va être sur un morceau qui va être émouvant ou sur un morceau qui va être plus rythmé, etc. Et que du coup, l'œuvre alterne beaucoup passage chanté et passage parlé. Et qu'à chaque fois, en fait, la musique, elle vient souligner l'émotion, je crois. C'est ce qu'on demande à la musique, Voilà. finalement au théâtre, Pauline Bureau, c'est-à-dire de jamais être redondante, mais de venir plutôt en appui, Ouais. et évidemment du texte. C'est aussi comme ça que vous la concevez. Ouais, tout à fait. Alors, cet opéra comique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi très proche du vaudeville. Et il y a un jeu de choses-trappes, il y a des jeux comme ça de mise en scène. On voit aussi un jeu sur les accessoires, quand Anna se saisit d'une cravache, Oui. par exemple, pour soumettre, en quelque sorte, dans cette scène de la nuit où elle apparaît en dame blanche, à un Georges qui y croit à moitié, mais qui peut-être a envie d'y croire
croire à cette apparition fantomatique. Voilà, c'est aussi ça qui est en jeu dans cette mise en scène. Oui, puis c'était amusant parce que la cravache au départ c'est l'attribut de Gaveston, donc son tuteur. Donc elle, c'est lui qu'elle voit utiliser cette cravache qui lui apporte à lui beaucoup d'autorité. Donc on trouvait que c'était marrant que la nuit, quand elle devient Dame Blanche, bon bah elle prenne la cravache. Puis au début elle sait pas très bien comment s'en servir et puis finalement elle arrive tout à fait à le faire, quoi, et à faire que ça lui apporte de l'autorité, parce qu'aussi c'est comment est-ce qu'on récupère ce qu'on voit de l'autorité en face et qu'on le remet à sa sauce, quoi. Alors, cette comédie romantique, il y a une dimension psychanalytique, mais il faut parler de l'amour, Pauline Bureau. Ouais. C'est aussi une pièce qui repose sur une forme de coup de foudre oublié. Comment est-ce que vous le diriez? C'est-à-dire ces personnages qui étaient des amis d'enfance, qui se sont probablement aimés comme peuvent s'aimer les enfants, qui se retrouvent des années plus tard, puisque Anna retrouve, on l'a peut-être pas dit, Georges sur un champ de bataille. Il est blessé, elle s'occupe de lui, puis doit disparaître, puisque Gaveston l'emmène à laquelle. Donc lui, il est à sa recherche, donc il ne l'a pas reconnu, ils ne se sont pas reconnus comme ses amis d'enfance. Peut-être qu'ils se sont reconnus. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, ce qu'ils ont reconnu, ils ont reconnu une part de l'autre, qui est peut-être une part d'eux-mêmes, mais ils ont reconnu quelque chose chez l'autre. Pour moi, ça raconte ça. C'est une histoire d'amour et c'est une rencontre. Et peut-être que dans chaque rencontre, il y a ce qu'on reconnaît et qu'on ne savait même pas qu'on connaissait, en fait. Mais que du coup, j'ai l'impression que ça raconte ça aussi. C'est-à-dire que même si au départ, ils n'ont pas reconnu les enfants qu'ils étaient, ils ont reconnu chez l'autre quelque chose qui leur est familier et qu'ils aiment. Quelque chose de familier et qu'ils aiment et qui se révèle en fait au fur et à mesure de la pièce. Ouais. Et au fur et à mesure, plus on va s'enfoncer dans ce château, plus on va s'enfoncer dans cette mémoire et plus effectivement on va comprendre où prend sa source cette histoire d'amour. Vous jouez ici, donc on l'a dit, avec Elsa Benoît qui est soprano, avec Philippe Talbot qui est le ténor, Aude Extremo qui fait une très belle Marguerite, Jérôme Bétayer le baryton. Bref, avec ces chanteurs, est-ce que, je me suis toujours demandé, quand on met en scène ce genre de pièce, est-ce qu'on insiste plutôt, comment on compose, voilà, j'allais dire, entre la technique vocale et le jeu d'acteur? Est-ce que ça se passe différemment avec des acteurs, j'allais dire, plus classiques, Pauline Bureau? Non, ça se passe pas vraiment différemment dans le sens où on va faire ensemble et on va essayer de trouver... moi, j'ai l'impression qu'un personnage, en fait, c'est le lien entre moi, le chanteur, et puis le personnage existant, et comment est-ce que tous les trois, avec ça, on fait quelque chose qui va à tout le monde. Et du coup, c'est ça qu'on fait à l'opéra aussi, avec cette différence que eux ont aussi la contrainte de la musique et qui prennent en compte un nombre de paramètres qui est vraiment impressionnant. La Dame Blanche, c'est donc à l'Opéra Comique de Paris jusqu'au 6 mars, c'est ça? Il y a 6 dates. Jusqu'au 1er mars. Jusqu'au 1er mars, pardon. 6 dates, mais jusqu'au 1er mars, j'avais inversé les dates. Il s'en sera question à la Dispute sur France Culture le 25 février. Je signale aussi que sont en tournée féminine jusqu'au 31 mars. Ça revient par exemple à Paris au Théâtre des Abbesses, et Les Bijoux de Pacotille qui sera pareil jusqu'au 12 mars. Ça passe à Nancy, à Angers, bref, on mettra. Pardon, pas à Angers, ça on remettra les dates sur le site de La Grande Table. Merci Pauline Bureau. Merci beaucoup.